واسمحوا لي أنقل الكلمة لمتحدثتنا القادمة السيدة بولين هوت، عضو مجلس الدولة الفرنسي. هي تخرجت من معهد الدراسات السياسية في باريس ودرست القانون العام والقانون الدستوري، وتعمل في مجلس الدولة الفرنسي منذ أكثر من عامين، وحاليا هي في الدائرة السادسة، وده القسم المسؤول عن قانون البيئة والتخطيط الحضري. وأنا متوقع أن يكون لحضرتك تعليقات كثيرة على مداخلة الدكتور محمد عبد اللطيف، خصوصا في مبدأ عدم التراجع ومبدأ الوقاية. اتفضلي. Alors, Monsieur le Président du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'État, Monsieur le professeur, déjà, je voulais vous remercier pour votre intervention, pour discuter aujourd'hui d'un sujet qui nous tient beaucoup à cœur et qui occupe une place centrale dans l'actualité contentieuse du Conseil d'État. Mon collègue Cyril Roger-Lacan vous a déjà partagé ce matin l'actualité de notre jurisprudence récente en matière de justice climatique et environnementale. Et j'ai choisi pour ma part, donc en lien avec l'intervention précédente, de vous faire une brève présentation sur deux principes juridiques fondamentaux en droit français qui mettent en lumière la transversalité des problématiques environnementales et celle du droit de l'environnement, le principe de précaution et le principe de non-régression. Ma présentation s'articulera autour d'une présentation générale de ces principes dans l'ordre juridique français, et en particulier dans l'ordre juridique administratif et constitutionnel, et sur quelques exemples de mise en œuvre récente par le juge, pour vous montrer que ces deux principes qui étaient originellement issus, comme ça a été rappelé, de lois ordinaires, permettent d'appréhender de manière équilibrée une articulation entre l'intérêt général qui s'attache à la protection de l'environnement et d'autres intérêts. Donc, tout d'abord, pour commencer sur le principe de précaution, il a aujourd'hui, comme cela a été dit, une valeur constitutionnelle bien établie et il vise à prévenir la réalisation d'un dommage qui, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement. Donc, il impose aux autorités publiques de veiller à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées. Donc, il a effectivement été introduit dans notre droit par la loi Bernier, donc par le législateur en 1995, qui est désormais codifié dans le Code de l'environnement. Il faut rappeler tout de même que ce principe de précaution, ce devoir de précaution n'était pas totalement ignoré du droit public français, puisque les autorités administratives, dans l'exercice de leurs compétences, ont de manière générale le devoir, un devoir de précaution, de prévention et de protection. On pouvait citer par exemple la loi municipale de 1884, qui rappelle que la police municipale comprend notamment le soin de prévenir et de faire cesser les accidents et les fléaux calamiteux, ainsi que les pollutions de toute nature. Mais en réalité, cette précaution de la loi de 1884 était seulement la prudence qui incombe à toute personne dans ses actes quotidiens. Aujourd'hui, vous le savez, la préservation de l'environnement a une importance croissante et le devoir de précaution et de prudence a pris une coloration particulière avec l'avènement de ce que le sociologue allemand Ulrich Beck appelle la société du risque. Et donc, on a eu une reconnaissance progressive de ce principe et sa constitutionnalisation, puisque l'article 5 de la Charte de l'environnement, dont monsieur le professeur vous a parlé, prévoit que lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
Or, la charte de l'environnement, donc, qui constitutionnalise ce principe, fait aujourd'hui pleinement partie du bloc de constitutionnalité, puisque sa valeur constitutionnelle a été reconnue par le Conseil d'État par son arrêt Commune d'Annecy en 2008 et ensuite par le Conseil constitutionnel par une décision du 19 juin 2008. Et donc, le statut juridique de la précaution a évolué. À noter simplement dans cette partie d'introduction que le principe de précaution est aussi ancré dans le droit européen, puisqu'il figure à l'article 191, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Et le juge européen n'a pas hésité à mettre en œuvre ce principe, qui est un principe général du droit de l'Union. On peut citer par exemple des arrêts de la Cour de justice de 1998 et 2010, l'arrêt de 1998 portait par exemple sur les mesures prises par le Royaume-Uni pendant l'épidémie de la vache folle. Aujourd'hui, la mise en œuvre du principe de précaution révèle un souci du juge administratif d'adopter une logique d'équilibre. Dès 1998, le juge administratif, donc le Conseil d'État, a fait une première application du principe de précaution. Il a prononcé sur ce fondement un sursis à exécution d'un arrêté du ministère de l'Agriculture qui autorisait la commercialisation de variétés de maïs génétiquement modifiées. Dès 1999, le principe de précaution a aussi été appliqué à d'autres domaines, comme celui de la santé publique. Et aujourd'hui, tirant toutes les conséquences de l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, le juge du Conseil d'État estime que le principe d'indépendance des législations ne fait plus obstacle à ce que le principe de précaution soit utilement invoqué à l'encontre d'un acte administratif qui serait pris sur d'autres fondements que le droit de l'environnement, par exemple en matière d'urbanisme ou d'expropriation. Et ça peut aussi être le cas en matière de santé humaine. Ça ne signifie pas que tout risque pour la santé humaine est couvert par le principe de précaution, mais seulement ceux qui ont aussi un impact grave et irréversible sur l'environnement. Je disais que la perspective du Conseil d'État sur ce principe est une perspective équilibrée, puisqu'il exige que soient réunies un certain nombre de conditions pour le mettre en œuvre, notamment la réunion, je cite, d'éléments circonstanciés de nature à accréditer l'hypothèse d'un risque de dommages graves et irréversibles pour l'environnement ou d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé, et ce, en dépit d'incertitudes qui subsistent quant à la portée de ce risque. Donc, autrement dit, pour reprendre la formule d'un rapporteur public, ce principe de précaution vient combler l'espace du risque plausible, de la menace crédible et du doute sérieux. Le Conseil d'État veille en ce sens à ce que les normes environnementales s'articulent bien avec les autres sources de la légalité et ne paralysent pas l'action administrative. Il veille ainsi à ce que l'application du principe de précaution ne permette pas de déroger excessivement à la répartition des compétences entre les différentes autorités administratives. Et il exerce un contrôle double sur la mise en œuvre de ce principe. D'une part, un contrôle entier sur l'existence des risques invoqués, justifiant que ce principe soit mobilisé. Donc, le Conseil d'État a un contrôle extensif sur l'existence de risques qui seraient scientifiquement avérés, même si on ne connaît pas encore toute leur ampleur. Et en revanche, un contrôle restreint sur le choix des mesures de précaution adoptées pour parer à la réalisation du dommage. Donc, il y a un double niveau de contrôle, un contrôle entier sur le risque et à l'inverse, un contrôle restreint sur les mesures qui sont adoptées pour éviter que ce risque se matérialise. Donc, le principe de précaution a été sollicité, a été invoqué à de nombreuses reprises par les requérants, notamment devant le juge des référés pendant la crise liée à la Covid-19. Toutefois, il n'a pas été réellement mis en œuvre. Il est aussi invoqué lors de grands débats de société sur notamment des infrastructures nouvelles. Donc, je prends ici l'exemple de la 5G.
puisqu'il doit y avoir des nouvelles autorisations d'attribution de fréquences pour mettre en œuvre la 5G sur le territoire. Et dans ce cas spécifique, à 2 reprises, en décembre 2020 et en octobre 2021, le Conseil d'État a jugé que les travaux des autorités sanitaires ont démontré, en dépit d'incertitudes et de désaccords scientifiques qui persistent sur ce sujet, que le respect du principe de précaution n'exigeait pas des mesures de protection complémentaires contre un risque lié à l'utilisation de la 5G. Et donc, il a écarté les moyens tirés de la méconnaissance des principes de précaution et de la protection de la santé humaine. Parce qu'il y a un souci de faire de ce principe un vrai principe d'équilibre entre la protection de l'environnement et la nécessité de ne pas paralyser l'action des autorités administratives, ce qui est un débat constant dans le débat public français entre les partisans d'une conception extensive de ce principe de précaution et ceux qui pensent qu'il doit être concilié avec d'autres principes. Pour poursuivre, je voulais vous présenter dans un deuxième temps un principe qui n'a pas la même valeur ni le même statut, comme ça vous a été dit, le principe de non-régression. C'est un principe qui a été reconnu de manière plus récente dans le droit français. Dans d'autres constitutions, il a une valeur constitutionnelle. Certaines cours constitutionnelles en ont fait un principe de valeur constitutionnelle. Ce n'est pas le cas en France. C'est un des principes généraux du droit de l'environnement français. Il a été inscrit, pareil, dans le premier article du Code de l'environnement à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 2016 sur la biodiversité. Il a fait l'objet, lors de son introduction, et c'est, je pense, intéressant, de débats très, très importants entre le Sénat et l'Assemblée nationale, puisque ces détracteurs ont considéré qu'il risquait de devenir un frein à toute activité économique. Tel qu'il est formulé aujourd'hui, donc en vertu de ce principe, la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. Donc concrètement, l'objet de ce principe est d'interdire une diminution du niveau de protection de l'environnement à l'occasion de la modification ou de l'abrogation de textes en vigueur. Au terme de ces dispositions, tel qu'il a été conçu, le principe de non-régression suppose que 4 éléments soient réunis pour qu'il puisse être mis en œuvre. Premièrement, un examen du niveau actuel de protection de l'environnement, du niveau de référence par rapport auquel le juge va exercer son contrôle. Deuxièmement, la définition de ce niveau en fonction des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. Troisièmement, la prise en compte d'un objectif d'amélioration constante. Et quatrièmement, une prise en compte des connaissances scientifiques et techniques du moment. Donc, pour vous le préciser tout de suite, ça implique une possible évolution de ces connaissances et en fonction, une révision des mesures à prendre pour assurer l'amélioration constante du niveau de protection de l'environnement. Tout comme celle du principe de précaution, l'application du principe de non-régression appelle, du point de vue des autorités administratives, un travail d'évaluation préalable pour définir le niveau de protection de l'environnement, les connaissances scientifiques applicables. Et c'est un travail qui doit être continu et qui incombe, par exemple en France, au ministère de la Transition écologique et au pouvoir réglementaire. C'est ce qu'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision lorsqu'il a été saisi de la constitutionnalité de la loi du 8 août 2016 dont je vous parlais. Il a confirmé la portée normative du principe de non-régression et rappelé qu'il s'imposait au pouvoir réglementaire. Donc, il n'a pas de valeur constitutionnelle, il n'a qu'une valeur législative et le législateur peut, quant à lui, jusqu'à preuve du contraire, déroger éventuellement au principe de non-régression. Il peut prendre des législations qui auraient pour effet de dégrader le niveau de protection de l'environnement, mais ce n'est pas le cas du pouvoir réglementaire.
Le principe de non-régression, il est mis en œuvre par le juge administratif et il est de plus en plus invoqué par les auteurs de recours devant le juge. Dans une décision très importante du 8 décembre 2017, le Conseil d'État a fait une première application de ce principe et a annulé 2 dispositions réglementaires sur son fondement. Il a, dans cette décision, jugé qu'un acte réglementaire dispensant de toute obligation d'évaluation environnementale un type de projet qui était auparavant soumis à l'obligation d'évaluation environnementale après un examen au cas par cas, méconnaît les exigences du principe de non-régression. Donc, dans cette décision de décembre 2017, le Conseil d'État a aussi donné des précisions utiles quant au sens et à la portée du principe de non-régression. D'une part, il a souligné que ce principe n'interdit pas qu'une réglementation nouvelle modifie ou remette en cause une réglementation antérieure. Donc, ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'un principe d'intangibilité du droit. D'autre part, il a souligné que cette évolution n'était acceptable que tant qu'elle n'avait pas d'incidence notable sur l'environnement ou sur la santé humaine. Donc, il y a une exigence d'avoir une incidence notable et pas seulement un effet sur l'environnement et sur la santé humaine. Donc, je vais reprendre ces 2 critères rapidement. Ce premier critère, c'est que le principe de non-régression ne s'applique qu'aux décisions de modification d'une règle de droit qui présente une certaine importance. Le Conseil d'État a jugé que le principe de non-régression n'a par exemple pas vocation à jouer contre un acte individuel. Donc c'est une décision qu'il a confirmée en juillet 2020. Donc ça doit être ça ne peut jouer que contre un acte réglementaire. Le Conseil d'État vérifie aussi que l'obligation qui est supprimée par cet acte réglementaire dont il est saisi n'est pas satisfaite au titre d'autres législations à un autre stade. Donc, il va regarder l'ensemble du droit en vigueur pour vérifier qu'il n'y a pas de régression sur le plan de la protection de l'environnement. C'est évident également que le Conseil d'État se garde de mettre en balance des éléments qui vont relever de problématiques différentes. Le rapporteur public, dans ses conclusions sous la décision de décembre 2017 dont je vous parlais, expliquait bien que les choix sur la procédure d'autorisation d'une piste automobile, par exemple, ne peuvent pas être compensés sur un autre plan par d'autres choix sur des procédures d'autorisation de crématorium ou de stockage radioactif. On ne compare que ce qui est comparable et on ne peut pas prendre en compte l'évolution de la législation dans un champ pour justifier la régression dans un autre champ. Suivant cette même logique, pour un même type de projet, une régression en termes de pollution de l'air n'est pas gagée par le rehaussement du standard de protection s'agissant des eaux usées, par exemple. En deuxième lieu, le Conseil d'État a, en 2017, établi un critère de définition du champ d'application du principe de non-régression. Il a défini donc ce critère de l'incidence notable sur l'environnement et la santé humaine. Il a, à cet égard, une appréciation particulièrement concrète. Donc, il cherche à évaluer lorsqu'est par exemple en cause une règle procédurale, une obligation d'évaluation environnementale, que l'incidence sur l'environnement est bien avérée. Il ne s'arrête pas à une régression formelle ou textuelle, mais il va avoir cette appréciation concrète. Par exemple, sur un décret qui portait de 3 à 5 ans la durée maximale de prorogation de la validité des autorisations de défrichement, comme ce décret n'avait ni pour effet ni pour objet de modifier la consistance de ces opérations de défrichement, le principe de non-régression ne trouvait pas à s'appliquer puisqu'il n'y avait pas de réelle incidence sur l'environnement de ce décret qui changeait simplement la durée de validité des autorisations. De la même manière, le Conseil d'État a jugé que l'invocation de la méconnaissance du principe de non-régression n'était pas opérante, ne pouvait pas être invoquée devant lui, lorsque la régression en question résultait
de la loi. Si la loi pose une règle qui revient en arrière sur le plan de la protection de l'environnement et qu'un acte réglementaire se contente d'en tirer les conséquences, de préciser des modalités, dans ce cas-là, il ne saurait y avoir application du principe de non-régression. Donc, c'est un contrôle très circonstancié. Pour autant, cela ne signifie pas qu'il n'est jamais mis en œuvre. Il y a un exemple récent donc de juillet 2021 où un arrêté ministériel du ministre de l'Aviation civile a été annulé. Cet arrêté, donc sur le fondement du principe de non-régression, cet arrêté permettait en fait au ministre d'accorder des dérogations à l'interdiction d'utiliser l'aéroport de Beauvais de nuit, ce qui cause une pollution sonore importante. Et le Conseil d'État a jugé que cette dérogation au principe d'interdiction de décollage et d'atterrissage en cœur de nuit méconnaît le principe de non-régression en ce qu'il a une incidence notable sur la pollution sonore qui relève de la protection de l'environnement. Donc, c'est un exemple récent de mise en œuvre de ce principe, mais il y en aura probablement d'autres, puisque c'est un principe qui est très invoqué par notamment les associations environnementales. Je voulais conclure en revenant sur trois éléments qui me paraissent essentiels, sur deux éléments, pardon, qui me paraissent essentiels pour comprendre ces principes. Le premier, c'est l'importance du contexte de très forte incertitude dans lequel ils s'inscrivent. Et je crois que ça a été souligné dans les interventions précédentes. Cette forte incertitude est la condition de mise en œuvre du principe de précaution en particulier, puisque lorsque les risques encourus pour l'environnement sont certains, c'est le principe de prévention qui vient à s'appliquer, qui est également protégé par la Constitution et par la Charte de l'environnement. Pour mettre en œuvre le principe de précaution et pour imposer sa mise en œuvre aux autorités publiques, il faut qu'il y ait une incertitude avérée et un soupçon de risque important pour l'environnement. C'est un principe qui est prudentiel. L'autre élément qui tient ensemble ces deux principes, c'est l'importance des connaissances scientifiques et de leur évolution constante. C'est une évidence dans le cadre du principe de précaution. Pour attester de l'existence d'un risque, il faut des procédures d'évaluation approfondies, ouvertes et compatibles avec la réalisation dans un délai raisonnable de projets publics. Le principe de précaution doit ainsi être équilibré avec un principe d'innovation au service d'une société, comme le rappelait le gouvernement dans certains débats sur l'évolution de la charte de l'environnement de progrès. Et dans la mise en œuvre du principe de non-régression, il me semble que les connaissances scientifiques ont aussi une importance particulière, puisque comme le rappelait encore une fois le rapporteur public sous cette décision de 2017, ce qui est important, c'est que la protection de l'environnement elle-même ne régresse pas, mais elle s'apprécie compte tenu des connaissances scientifiques. Autrement dit, si on protège de manière particulière certaines espèces qui sont aujourd'hui menacées de disparition, par exemple, si des travaux scientifiques ultérieurs venaient à montrer par miracle que ces espèces se seraient reproduites et seraient beaucoup plus nombreuses, dans ce cas-là, il faudrait aussi adapter notre législation et c'est bien là l'objet des travaux scientifiques qui doivent orienter la décision publique. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère ne pas avoir été trop longue ou trop rapide. Merci beaucoup.